2022 a été très compliqué sur les marchés financiers. Toutes les classes d'actifs ont connu des performances fortement négatives. En fait, on a eu un premier semestre vraiment très très mauvais. Après, c'est vrai qu'on a eu un rebond au tout début de l'été, mais ça n'a pas duré très longtemps. Les marchés ont rebasculé derrière. Et c'est vrai que l'environnement est assez anxiogène. Les marchés font face à une situation qui est très compliquée en fait, dans toutes les principales zones économiques. Alors, sur l'inflation aux États-Unis, c'est vrai qu'on a quelques bonnes nouvelles. On a le fait que les goulets d'étranglement sont en diminution. On a le fait qu'on a le prix de l'énergie, de l'essence en particulier, qui diminue. Donc ça va peut-être permettre d'atteindre un pic sur l'inflation. Est-ce que ça veut dire que le problème est résolu dans le fond? Ce n'est pas du tout notre analyse. Ce qu'on observe aux États-Unis, c'est un ralentissement des prix qui ont été les plus impactés par la crise Covid et par la période qui a suivi de problèmes d'approvisionnement. Ces prix sont en train de ralentir, mais de l'autre côté, on a les prix des services qui sont davantage liés au coût de la main-d'œuvre, qui eux continuent d'accélérer. Et la Réserve fédérale va sans doute rester concentrée sur cette question et donc va continuer d'essayer de ralentir l'activité aux États-Unis. On a des anticipations de marché qui nous disent que la Fed va continuer à remonter ses taux jusqu'au début de l'année à un rythme très rapide. Il faut bien avoir à l'esprit que ce que a fait la Fed est beaucoup plus rapide en termes de hausse de taux que dans les cycles précédents. Et après, les marchés anticipent un retournement, un assouplissement des taux à partir de, disons, du milieu de l'année 2023. Nous restons beaucoup plus prudents. Nous pensons que la Réserve fédérale va devoir remonter ses taux davantage que ce qui est attendu et surtout va sans doute les maintenir à un niveau élevé pendant assez longtemps. En fait, pour nous, non seulement la Fed va devoir continuer à remonter ses taux d'intérêt, mais pour obtenir un vrai ralentissement des pressions inflationnistes, elle ne va pas avoir d'autre choix que de provoquer une récession. C'est-à-dire qu'un simple soft landing, ça sera insuffisant pour nous, pour ramener l'inflation autour de 2%. Si on regarde la croissance, on a eu une bonne période de croissance dans la zone euro. La croissance a été bonne sur le premier semestre et sans doute qu'elle le sera encore dans les chiffres du troisième trimestre. L'activité, notamment dans le secteur du tourisme, a été favorable durant cet été en Europe. C'est vrai que le début de l'année a été une bonne surprise dans la zone euro. On a clairement une croissance qui a été forte. C'était pas totalement attendu. Depuis, on a un choc vraiment très important énergétique lié à la guerre en Ukraine. Pour l'instant, l'économie résiste, mais le gros du choc n'a pas été encore absorbé. Donc, ça va être assez difficile à absorber. Depuis, on a une diminution quasi-arrêt des livraisons de gaz russe. Donc, on sent que ça va être de plus en plus compliqué, ce choc énergétique. Et donc là, il y a une vraie question qui se pose sur la capacité en fait, de la zone euro à supporter ce choc sans avoir une récession. Alors, c'est vrai que pour la BCE, c'est le pire des scénarios. C'est-à-dire qu'on a à la fois une inflation qui est forte et au même moment, on a un choc énergétique qui crée une inquiétude de possible récession. Qu'est-ce qu'elle va faire? Nous, on a quand même l'impression, en écoutant les derniers discours, qu'elle va privilégier la lutte contre l'inflation et qu'elle ne viendra au secours de l'économie qu'une fois le combat contre l'inflation gagné. Et donc, ça nous décrit quand même un environnement assez anxiogène, puisqu'on a d'un côté de l'inflation, de l'autre côté un resserrement monétaire, une récession qui pour nous est à peu près inéluctable. Soit elle viendra spontanément du choc énergétique, mais si elle ne vient pas du choc énergétique début 2023, elle viendra derrière du fait de la récession américaine qui arrive selon nous. La Chine avait grandement aidé la croissance mondiale, effectivement, en 2008-2009, en relançant massivement. Aujourd'hui, le contexte est différent. On a une Chine qui est confrontée à principalement deux aspects négatifs. Le premier, c'est la politique zéro Covid qui crée des perturbations encore avec des grandes métropoles qui sont régulièrement confinées pour lutter contre l'épidémie. Et le deuxième, c'est le ralentissement du secteur immobilier qui va limiter la capacité de l'économie chinoise à réaccélérer. Pour autant, on voit le gouvernement prendre de nombreuses mesures de soutien pour essayer de stabiliser et maintenir un bon niveau de croissance. Pour nous, les banques centrales vont continuer à remonter les taux. La priorité, c'est vraiment l'inflation. Donc, elles vont remonter les taux plus que ce que les marchés anticipent. Et donc, ça va mettre une pression à la hausse sur les taux longs, les taux longs réels sont encore très raisonnables, donc ça peut aller sensiblement plus haut. Après, pour les actifs risqués, que ce soit le crédit offensif ou que ce soit les marchés actions,
On pense que l'environnement économique qui va être mauvais, avec une très probable récession, c'est un facteur forcément négatif. Donc on pense qu'on n'a pas atteint les points bas. Une des questions qu'on nous pose beaucoup, c'est quand aurons-nous le point bas des marchés actions? Bon, c'est un peu la question à 1 milliard de dollars. La seule chose qu'on a quand même bien en tête, c'est quand on regarde historiquement, on n'a jamais connu un point bas du marché actions moins de 3 mois après le début de la récession. Or aujourd'hui, on n'a pas encore de récession et on n'attend pas de récession avant 2023. Donc ce qui veut dire que le point bas des marchés actions aura probablement lieu en 2023.